차렷, 견해, 안녕하세요. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Parle-moi K-Drama, le podcast qui vit et revit les séries coréennes. Je suis autour de la table avec Elena. Bonjour à tous. Ninon. Salut. Et nous sommes également avec deux invités spéciales qui nous permettent justement de faire le pont entre la France et la Corée du Sud, qui nous permettent de suivre nos programmes préférés en toute tranquillité. Il s'agit donc de deux bénévoles sous-titreuses de Viki, Safi. Bonjour. Bonjour Safi. Et Christine. Hello Christine. Bonjour. Juste après avoir parlé du travail des traducteurs sur Viki, on remonte maintenant aux origines de notre arrivée dans le monde de la K-Content et aussi aux origines de la Hallyu. Si vous arrivez tout juste, sachez que la première partie de cette discussion se trouve dans l'émission précédente. C'est vrai qu'à la suite de toutes ces informations, nous on se demandait avec Emma, en tout cas Emma et moi, et Elena aussi. Ah ouais, non moi vraiment. Non mais elle veut me piquer ma partie, donc écoute, je l'inclus le mieux possible. Enfin nous toutes, nous cinq, on était toutes arrivées là, nous trois au podcast et vous à Viki. Comment on est tombé dans les K-dramas. On a parlé un petit peu de nos premiers K-dramas tout à l'heure, mais aussi comment on est toutes tombées dans la Corée de manière générale. Est-ce que aussi vous avez une anecdote sur cette passion? Est-ce que Safi, tu veux commencer sur comment t'es tombée dans la Corée? Oui, pourquoi pas. Et aussi, t'en as un peu parlé tout à l'heure, tu travailles aussi en tant que journaliste autour de la Corée. Pourquoi la Corée? Ah oui, c'est ça la question. Pourquoi la Corée? Pourquoi la Corée? Ah, bonne question. Moi, personnellement, mon parcours avec la Corée a vraiment commencé en 2015. En fait, donc de base, je ne suis pas parisienne. Je dis chocolatine. Je viens de Bordeaux. Exactement. Il est où Dédé? Donc, de base, Personne n'est parisienne autour de la table. Non, ouais, non. Et ni autour de l'écran. Heureusement, ouf. Mais Pour les arbres. Mais oui, en tout cas, du coup, je viens de Bordeaux et sur Bordeaux, on avait un festival chaque année qui s'appelle Animadia et c'est vraiment un festival autour de l'Asie. Ça ressemblerait à tout ce qui est Japan Expo, etc. Donc, il y avait des exposants qui proposaient des activités à faire. Et en 2015, c'était justement un focus sur la Corée du Sud. Donc j'y suis allée avec ma sœur, avec quelques amis, et en fait j'ai testé plein de stands, c'était vraiment super. Et je me suis arrêtée sur un stand de calligraphie où justement on avait un artiste qui pouvait écrire en hangul nos prénoms. Et en fait, j'ai discuté avec l'artiste en question, c'était un ajoshi un peu. Et un monsieur d'un certain âge. Il était vraiment il était très sympathique en fait, vraiment il était très accueillant, il avait beaucoup de plaisir à parler de la Corée et en fait, il avait appris le français par lui-même. Et ça faisait je crois 2 ou 3 ans seulement, mais son niveau était vraiment excellent. Ça déprime. Ouais, ça déprime. C'est ça, oui. Et donc, en fait, moi, ça m'a vraiment beaucoup inspirée et c'est vraiment à partir de ce festival-là, après avoir échangé avec lui, que je me suis dit que je voulais vraiment avoir un apprentissage un peu plus scolaire, entre guillemets, du coréen. Parce qu'avant ça, j'étais un peu dans la K-pop. Oui, voilà, ok. C'est vraiment ça qui... D'où la LV3 coréen, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Oui. Donc, ça a commencé un peu plus par la K-pop, après tu t'es dit, oh, coréen, ok. Ouais. Let's go. Grâce au petit papy. Trop Exactement. mignon. D'embarquer. Merci. Et donc... je suis comme ça, vraiment. Mais en fait, là, c'est au-delà de la passion, parce que finalement, maintenant, c'est ton métier, c'est bien ça? C'est ça.
Waouh. Trop bien. Bah écoute, merci de ce partage. Et toi, Christine, alors, toi aussi, c'est un peu ton métier? J'ai un parcours assez atypique. J'ai été consultante en Feng Shui pendant 25 ans. Ok. Donc, j'ai travaillé sur les énergies dans l'habitat. Mais il me manquait quelque chose. J'adorais ce que je faisais, et depuis toute jeune, je suis passionnée par l'Asie. Mais je ne connaissais que très peu la Corée et honnêtement, je ne m'y intéressais pas vraiment. Oui. Et puis, j'ai tombé un jour, mais vraiment par hasard, sur une série coréenne. Et puis, tout le monde sait que quand on met le doigt dedans, le bras il passe et puis tout le reste. C'était et on tombe dans le lapin de la Corée et puis on n'en sort jamais. Non. Et je pense, j'ai mon analyse personnelle, c'est que je trouve que il y a beaucoup plus d'émotion et d'intensité dans les séries coréennes qu'on en trouve dans les séries américaines ou dans les séries françaises ou autres. Oui, c'est très expressif de manière générale. Mon ressenti, vraiment. Mais que ce soit des séries d'action ou à suspense, le suspense est amplifié, les actions sont amplifiées, les émotions sentimentales sont amplifiées, tout est en subtilité. Des fois, on peut dire oui, mais bon, on met 4 épisodes avant d'avoir un bisou qui se tienne le petit doigt. Mais en même temps, c'est vrai, on n'est pas habitué à ça. Oui, et puis, je trouve que les sentiments profonds sont exprimés autrement. Et je pense que tout ça fait que, d'une certaine manière, on s'y retrouve. Et depuis que je regarde les séries coréennes, honnêtement, je n'arrive plus à regarder une série américaine ou un film américain. Je ne regarde plus que ça. Ok, oui, parce qu'effectivement, c'est des styles complètement différents et dès que t'es habitué à quelque chose, mais exactement. Au contraire, c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui disent je pourrais pas regarder de séries coréennes. Il y en a peut-être qui disent je ne pourrais pas regarder de séries chinoises parce que justement c'est des styles complètement différents. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis bien que c'est mon ressenti. Donc et donc t'as lié à la base le Feng Shui avec les K-dramas et donc maintenant tu fais du massage, ça? C'est manucure, c'est pas du massage, non, du tout. C'est de l'acupuncture. C'est en fait Koryo Hand Therapy. Donc c'est Koryo Sojichin. Koryo Sojichin. Donc les aiguilles coréennes sur les mains. D'accord. Je crois qu'on avait parlé une fois. C'est de l'acupuncture et c'est une méthode uniquement coréenne. Je suis la seule en Belgique à pratiquer cette méthode. Ah oui, ok. Super. Exclusivité. Donc je soigne toutes les douleurs, n'importe quelle maladie, on rééquilibre le corps, on peut travailler sur l'émotionnel, le mental, le physique, les os, les articulations, les tendons. Voilà, la liste est tellement énorme. Et c'est en regardant c'était pas le grand médecin parce que j'ai eu ma période drama médicaux et j'ai oublié le titre, mais en fait ça se passait. L'acupuncteur coréen vivait pendant la dynastie Joseon et la cardiologue vivait en Corée, mais dans les années modernes. En fait. Ah, ça me parle. Oui, voilà. Et alors, l'acupuncteur est passé par un tunnel, on ne sait pas comment, il a traversé le temps, il s'est retrouvé dans l'hôpital. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'acupuncture sur les mains. Trop bien. Donc, j'ai fait des recherches. Je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, j'ai commencé à balbutier le coréen, à apprendre un peu comme ça. Pour savoir faire des recherches en coréen, j'ai trouvé la méthode. Je dis, OK, je pars et j'apprends ça. Et
Et depuis, je ne fais plus que ça. C'est trop Mais Ouais. je pratique le tir à l'arc traditionnel coréen. Je donne des cours de tir à l'arc traditionnel coréen. C'est des heureuses là. Et je pratique le Haedong Kumdo. Le Haedong Kumdo, c'est l'art du sabre traditionnel coréen. Waouh. Ouais. Donc en fait, là, tu es dans une mission de maîtriser tous les arts traditionnels coréens. C'est ça. Une mission. Et vous voulez un scoop? Bah, bien Allez, sûr, on est là pour ça. Mon nom est Baek Soobin. Baek Soobin. C'est donc ton prénom, nom Baek Soobin. coréen. Soobin. Voilà, c'est mon nom coréen, c'est mon professeur qui me l'a donné. Parce que je suis, je suis passionnée par le général Baek Dong-so, qui a vécu à Suwon. Ok. Ah. C'est un rôle aussi de Chi Chang-woo, le général Baek Dong-so. Et j'ai fait des recherches, et à chaque fois que j'allais en Corée pour apprendre, voilà, je me disais, est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur Baek Dong-so, etc. Donc il m'appelait Madame Baek. Et comme il trouvait que j'étais pétillante et lumineuse, Soobin à l'origine veut dire lumineuse. C'est plein de Donc sens. j'ai un nom coréen. C'est super. Baek Soobin. Moi aussi, c'est envie qu'on me donne un prénom. C'est chouette. Oui. Bah, ça vous correspond bien. Oui, c'est vrai. J'ai retrouvé le nom du drama dont tu parlais, Christine. C'était en anglais Live Up to Your Name. C'est en Oui. Myeongbul Hojeon. Ça doit être ça, oui. Et donc Il y a tellement longtemps que je l'ai vu. Mais c'est trop drôle que ça soit un drama qui t'ait inspiré en fait dans ta vie professionnelle, parce que souvent, enfin, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais enfin parfois quand on commence à regarder des séries quand on est adolescent et puis il y a nos parents qui disent va prendre un livre plutôt que regarder une série. Mais non, c'est comme ça, je choisis ma voie professionnelle pour plus tard, comme Christine l'a fait. Oui, parce que je me suis reconvertie, j'avais 56 ans. Ah oui. Bah, c'est super. Donc j'ai lâché mon travail et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je sentais vraiment que c'était ça que ça m'appelait en fait. Bah, c'est très inspirant, je pense. Trop bien. Oui. Et j'ai une question. Je me dis, parce qu'on avait parlé dans une des émissions un peu de la manupuncture. Mais en fait, on se posait la question, est-ce que la saignée coréenne, ce qu'ils pratiquent donc sur la main, le fait de piquer le doigt, tu sais, pour faire saigner. Oui. Je fais aussi, pour les personnes âgées qui ont des vertiges, par exemple. Je vais aller faire une saignée en piquant sur le petit doigt. D'accord. Ok, il y a un point d'appui. Dans les dramas, ils font souvent aussi, ils piquent le pouce quand ils ont une indigestion. Oui. Est-ce que c'est pour l'indigestion? Ouais. Ah, okay. Tout à fait. On pique ici, on pique là. Je vois pas. Attends. Mais c'est le pouce et on va aller piquer ici. Ah oui, bah oui, effectivement, c'est ce qu'on sous l'ongle. Ah, voilà. On va aller piquer là. Après, ils vont juste piquer, il y a une goutte de sang qui sort. Non, mais j'ai failli dire en plus, bon, bah, on est à Lille, on n'est pas très loin de la Belgique. Ouais. Mais là, ça peut... Voilà. Maintenant, à savoir que chez nous, c'est très peu pratiqué parce que bon, voilà, c'est pas dans nos habitudes verticales de faire des saignées, hein, mais quoiqu'en France, vous avez eu un roi qui est mort à cause de ça. Hein, aussi, il faisait tellement de saignées qu'il en est mort. Je ne sais plus lequel, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a de la méfiance, effectivement. Et la manupuncture coréenne, c'est récent, hein, parce que l'acupuncture chinoise, ça date depuis 3000 ans. Ici, ça a été découvert par le professeur Tae-Hoo Yoo en 1971. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est moderne. Okay, ouais. C'est une méthode moderne, mais les bases sont quand même la médecine traditionnelle coréenne, qui remonte aussi à plus de 3000 ans. Ok. Bah, génial. Enfin, super. Mais ne me lancez pas là-dessus. C'est inédit parce que pour le coup, on n'a pas beaucoup d'occasions de parler de la médecine traditionnelle coréenne. Non mais, moi, je trouve ça quand même intéressant dans vos deux histoires, c'est que finalement, votre passion pour la Corée, bah, ça s'est transmis même jusqu'à votre parcours professionnel, votre métier. Je crois pas que c'est le cas pour nous trois.
crois que ce soit le cas. Bon, il y a un peut-être. petit lien, mais effectivement, c'est pas le cas. Est-ce que quand même, les filles, Elena, tu veux nous partager, comment t'es tombée toi, dans la Corée et quel est l'impact de la Corée aujourd'hui dans ta vie? Bah, en soi, moi, je dirais qu'il y a quand même un petit lien parce que, comme Christine, j'ai toujours été passionnée par l'Asie de manière générale. Quand j'étais petite, tu sais, c'était beaucoup le Japon, parce que je regardais beaucoup d'animés, je lisais des mangas, j'avais le rêve d'aller voyager au Japon, etc. Ce que je n'ai toujours pas fait au final, hein, mais, et puis après, bah, à mon adolescence, c'est arrivé, j'ai découvert aussi, un peu par hasard, grâce au Japon, j'ai découvert un drama coréen, donc, mais c'est d'ailleurs le même que Emma, donc tu vas dire la même chose que moi. Ouais, pareil. Mais c'est vrai que donc en tant que fan du Japon, je regardais certaines séries aussi, et donc il y a notamment une série qui s'appelle Hanayori Dango, et il y a eu une version coréenne qui a été faite plus tard, qui s'appelle Boys Over Flowers. Et donc c'était mon premier drama coréen. Et c'est comme ça que je suis rentrée par la petite porte, et puis après la K-pop, tout le reste qui a suivi, hein, mais j'ai l'impression que comme beaucoup de gens, ça commence un peu par les séries. Dans les séries, il y a des musiques, oui. Donc après, ok, on est intéressé par les musiques. Ah, puis après, je découvre, il y a des groupes. Ah, ok, donc il y a des émissions. Ok, d'accord. Ah, ils mangent. Ok, d'accord. C'est comme ils mangent dans toutes les séries coréennes, pratiquement. Ouais, non, c'est ça. Toutes les 5 secondes. Et depuis, tu vas en Corée tous les ans, tous les 2 ans. Depuis, je vais en Corée. Alors depuis 2017, je vais en Corée tous les 2 ans. Mais j'allais dire, mon métier a un petit peu un rapport parce qu'en fait, le domaine dans lequel je travaille, parce que donc moi j'ai fait mes études, j'ai fait une LEA, anglais chinois, parce que l'Asie encore une fois, et que j'avais envie d'apprendre une des langues, et ce qui semblait plus logique, en tout cas professionnellement, c'était d'apprendre le chinois. Surtout que LV3 coréen comme toi Safi, c'est rare. Le chinois, rare, LV3 coréen, c'est rare. Ah oui. En général, c'est plus quand il y a une langue asiatique, ça va être le chinois ou japonais, ouais. Ouais, le japonais. C'est ça. Et puis là aujourd'hui, je travaille effectivement dans l'audiovisuel où il y a des sous-titres. Enfin, ça m'arrive de travailler sur des projets. Là, actuellement, je travaille pour la version coréenne de Miraculous. Donc voilà. J'ai 4 ans qu'elle travaille sur ce projet. Ah, mais j'en peux plus. Je débarrasse moi de moison parce que je n'en peux plus. Il va partir finalement. Ça a déjà commencé, hein. Il y a Miraculous World Paris qui est sorti. Miraculous World London, non pas encore. New York qui est sorti. Waouh. Shanghai qui sort bientôt. Non, mais c'est sur Netflix, donc c'est pas vraiment de l'exclu. Bah si, l'exclu que une des personnes qui travaille sur c'est pas moi qui ai fait les sous-titres. Oui, mais tu travailles sur le projet. Effectivement. Mais voilà, c'est ça le tout petit lien, c'est qu'en fait, je pense que j'avais une passion aussi des langues, et c'est pour ça qu'on apprend, enfin, je pense que vous aussi, et c'est pour ça que je me suis mise à apprendre aussi le coréen. Donc voilà, c'est une histoire. Et toi, Emma, à part le fait de travailler tous les jours sur ce podcast, ouais, c'est quoi? J'avoue. Après moi, en vrai, ça a plutôt commencé avec la K-pop, mais en fait, je l'appelais pas K-pop. Juste c'était de la pop que j'aimais bien et qui en fait je trouvais qu'il était coréen. Et le groupe c'était B.O.P. Ah. Et en fait, vraiment par hasard, en me baladant sur les YouTube, sur les internets. Moi, c'était sur les Skyblogs, hein. Oh, Oh, wow. C'est vrai que, du coup, on va dire que mon intérêt, pour la Corée à ce moment-là, s'arrêtait vraiment à B.O.P. en fait, tu vois. Et c'est bien plus tard que là j'étais vraiment très Japon, franchement la Corée doit remercier le Japon parce qu'ils ont fait tout le travail pour cette partie-là en tout cas. En vrai, vu comme ça, c'est vrai. Non mais c'est vrai. En vrai de vrai. Donc j'étais vraiment très Japon, je prenais même des cours de japonais, là comme aujourd'hui c'est pareil avec la Corée, mais en fait on a trahi le Japon. Toutes les 3 je pense qu'on peut dire. Et oui, et franchement voilà, j'étais à fond dans mon projet Japon. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, au cours de mon projet de Japon, je suis tombée sur la série Hanayori Dango, que j'arrive jamais à dire. Hanayori Dango. Oh, d'ailleurs. Et donc je tombe dessus. Et en fait, d'abord j'avais le manga, donc le manga, et après donc je suis passée à la série. Et là, je regarde la série et une de mes meilleures amies qui me fait, mais si t'as bien aimé la série, en vrai, regarde la version coréenne, tu vois. C'est vraiment cool. Là. Effectivement,
pour l'époque, je tiens à préciser, pour l'époque, c'était pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et mais c'est fou parce que en fait cette histoire après elle a une continuité parce que ils ont fait une version chinoise d'abord. Donc bon, après je m'intéressais déjà un peu aux séries chinoises aussi, mais ils ont fait une version thaïlandaise. Oui, et donc très j'ai commencé à regarder des séries thaïlandaises aussi du coup suite à ça. Mais c'est fou, tout part d'un manga japonais. Mais c'est ça en fait, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, faut qu'on remercie les japonais. Et ouais, après donc là on va dire l'intérêt est donc passé aux séries. Et en vrai, ça allait encore. Enfin, c'était vraiment je m'intéressais un peu plus aux séries, bon là pas forcément encore à la musique. Mais j'ai vu Halang, il y avait mis dedans en fait, et là en recherchant un peu les acteurs comment on fait d'habitude. Ah, mais je les connais lui, c'était Non, mais je le connaissais pas en fait, et je me suis dit comme ça que t'as découvert BTS. Et c'est comme ça que j'ai découvert BTS. Wow. Et donc j'ai découvert BTS comme ça. Et après ce qui se passe c'est que je vais au Japon parce que c'est ma passion première, et je me dis attends, en Corée du Sud, est-ce que j'y ferais pas un tour? Et effectivement, en fait, de là, j'y fais un tour, et en vrai, je pense que vraiment ma passion s'est décuplée à ce moment-là. Parce que vraiment, le fait d'être avec, d'être parmi eux, je sais pas comment expliquer, vraiment d'avoir Dans l'ambiance Corée, les personnes que je voyais plus ou moins au travers de la romance un peu de la télé, en fait, en gros, ils étaient comme nous, il y a pas de, je sais pas comment expliquer, vraiment de recontextualiser le tout, de voir qu'ils étaient vraiment sympas. Je parlais pas une langue, pas un mot de coréen, et je trouvais qu'ils étaient super bien accueillis quand même. Et en fait, oui, à partir de ce moment-là, matin, midi, soir, Corée, quoi. Aujourd'hui, pas un jour ne passe sans que tu regardes une série coréenne. Et encore aujourd'hui. Et pas juste un épisode. Environ 4. Et même après on crée un podcast, mon Dieu. C'est vrai. Et tout ça pour dire ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment l'histoire. Tout à l'heure, on parlait du petit trou de lapin dans lequel on tombe et on n'arrive plus à s'en sortir parce qu'en fait, on n'a pas envie de s'en sortir. Ça aussi. On n'est pas contraint. Non, on n'est clairement pas contraint, mais c'est très bien parce que c'est un peu pareil aussi pour moi. Moi, j'ai découvert d'abord la K-pop en 2011. À travers les skyblogs, grâce au Japon aussi, parce que j'ai fait des musiques japonaises. Et je pense que de fil en aiguille, j'ai découvert les K-dramas en 2012 avec d'abord City Hunter, on en parlait tout à l'heure. Ensuite, toujours dans la partie un peu policier avec ISIS. Et d'où ISIS, c'est un drama où il y a Lee Byung-hun, Kim Tae-hee et T.O.P de Big Bang, et clairement j'ai regardé le drama juste pour lui. Et je suis tombée dans le drama historique Moon Embracing the Sun. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, celle-ci. Oui. C'est ce qu'elle a C'est avec c'est Kim Soo-yeon et Ahn Ga-in. Et Ahn Ga-in et en fait je pense que ce sont vraiment les mangas historiques qui en fait je me suis vraiment intéressée à la Corée de manière générale. Parce qu'en fait, grâce à l'histoire, grâce aux costumes et aux paysages, ça m'a donné envie d'en découvrir plus sur le pays. Mais effectivement, c'est une histoire sans fin parce que finalement, de la K-pop, c'est passé par les K-dramas, ensuite les K-movies de manière générale, avec ensuite l'apprentissage de la langue, la découverte de la K-culture avec l'histoire, les traditions, les K-food. Après, on est parti ces trois avec les filles en Corée du Sud là-bas. Et ensuite, tu redécouvres encore la K-food parce que c'est quand même trop bon. Et en fait, c'est un peu une histoire sans fin et c'est beau en fait parce que t'en apprends toujours et c'est toujours un plaisir de découvrir et de redécouvrir des choses. Et ça passe par les K-dramas parce qu'on est pas en Corée du Sud. Et c'est un peu précieux tout ça et très enrichissant aussi. Les K-dramas et les émissions. Oui. oui, parce que effectivement, même les émissions, quand tu commences à regarder la K-pop, écouter la K-pop, à l'époque, je pense, d'enchaîner avec ouais, et il y avait des émissions tellement bien avant. Ça se perd un peu, mais je sens que je me rappelle la première émission, je pense que j'ai déjà regardé. Une des premières, c'était Running Man, je pense. Ouais. Mais après, j'ai eu ma période EXO. Et il y a eu EXO Showtime. Et c'est, je pense que c'est toute ma vie. Parce que c'est juste, tu rigoles du début à la fin, c'est juste hyper drôle, tu passes des bons moments devant. Ouais,
Ouais, les émissions des groupes et puis même les émissions de télé, enfin où ils invitent des groupes et là tu te rends compte que je vais pour ma vieille, mais les anciens de la Voix c'était tellement beau. Mais bon, voilà quoi. Enfin, je pense que tu tombes encore un peu dedans et je me rappelle très bien. Je regardais des émissions, je me rappelle plus le nom de l'émission, mais avec notamment Big Bang et c'était à l'époque aussi où il avait les cheveux bleus et je regardais ça sur l'écran, enfin l'ordinateur de la famille et mon père il passe de moi, c'est quoi ton truc? Bah, il a dû dire qu'est-ce que c'est, mais en fait maintenant, bah c'est notre quotidien en fait. En tout cas, enfin voilà, merci tout le monde d'avoir répondu à cette question. C'est vrai, c'est intéressant de voir comment la Hallyu a impacté nos vies. Et si justement, Elena, tu nous faisais une petite rétrospective de tout ça. Eh bien oui, non. Écoute, pour cette partie-là, j'ai fait les choses un peu différemment, puisqu'en fait, comme le nom de ma partie l'indique. Je ne sais pas d'ailleurs, je me rappelle plus si je l'ai indiqué le nom de ma partie. Non. Bah indique-le. Non, donc je vais le faire maintenant. Alors c'est un titre très grandiloquent. Donc la partie d'aujourd'hui, ça va être du petit écran coréen au smartphone du monde entier. Et en fait, c'est un peu particulier. Pourquoi ? Parce que on est sur une mission spéciale pour les 140 ans des relations diplomatiques entre la Corée et la France. Et cette fois-ci, j'avais voulu un peu retracer l'histoire des dramas coréens à travers le temps. Et donc, ça fonctionne un petit peu sous format de frise chronologique, mais en une seule partie. Alors habituellement, je le fais en plusieurs parties. Là, j'ai condensé tout en une seule partie. Et donc, je vais commencer avec une première date. Et cette première date, c'est 1956. Et 1956, pourquoi j'ai choisi cette date pour commencer ? Eh ben tout simplement parce que c'est l'année à laquelle est apparue la première chaîne de télévision coréenne. Et donc cette chaîne de télévision s'appelle, alors elle a deux petits noms. Le premier c'est HAKZ TV, ou aussi connu sous le nom de la Daehan Broadcasting Company, donc DBC. Et à ce moment-là, la Corée du Sud elle devient le 17e pays au monde à introduire la télévision et seulement le 4e pays en Asie derrière le Japon, les Philippines et la Thaïlande. Et en 1956, la télévision c'est loin d'être un objet du quotidien, en tout cas tel qu'on l'imagine aujourd'hui, puisque posséder un poste de télévision, c'était un luxe à l'époque. Et pour preuve, on trouve à cette époque seulement 300 postes de télévision à travers le pays. Et en plus, ils n'étaient pas forcément dans des foyers privés, c'est-à-dire c'était pas dans des familles, c'était surtout dans des écoles, dans des lieux administratifs, etc. Et la même année va être diffusé ce qui s'apparente au premier drama, en tout cas dans les informations que j'ai trouvées. Et il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre irlandaise qui s'appelle Heaven's Gate, et donc en coréen Changu Emon. Sauf que ça pouvait pas durer, puisque en 1959 la chaîne va être en difficulté financière, ce qui va la forcer à fermer. Et c'est comme ça que 2 ans plus tard, en 1961, il y a une nouvelle société qui va acquérir sa fréquence de diffusion pour lancer sa propre chaîne. Et cette chaîne, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de la Korean Broadcasting System. KBS. Oui, la KBS, qui produira dans le futur certains des plus gros succès dans le monde des K-dramas. On avance encore un petit peu sur notre frise, et en 1969 va apparaître un autre nom historique dans le monde de la télévision coréenne. Il s'agit de la Moonhwa Broadcasting Corporation. MBC. MBC. On était presque. MBC, exactement. Et donc on arrive en avançant encore un petit peu dans les années 80. Et je sais pas si vous vous rappelez les filles, mais quand j'avais fait ma partie sur Melo Movie, j'avais indiqué que les années 80, ils étaient considérés comme l'âge d'or de l'industrie de la télévision et plus largement de l'industrie du cinéma en Corée du Sud. Donc, comme je le disais, vous en saurez plus si vous allez écouter la partie culture sur la saison 3, notre saison 3. Mais est-ce que les années 80, ce serait pas aussi un peu la démocratisation des postes de télé dans les foyers, un peu comme ce qu'on avait vu quand on avait fait Unpal, c'est Live 1988. Si, tout à fait.
justement. Ouais, tout à fait. Et donc j'y viens tout de suite. T'as raison, Ninon. Alors tout d'abord, avant de revenir sur la partie télévision, une petite date encore, du coup en parallèle que je trouve intéressante à signaler, puisque il s'agit en 1980, il s'agit de l'année de la création du centre culturel coréen à Paris. Donc, et d'ailleurs qui est partenaire de l'événement des 140 ans et qui nous sponsorise, on peut dire ça. Exactement. C'est vrai. Et donc, effectivement, cet âge d'or, il va se traduire de différentes manières. Je le disais plus tôt, le nombre de postes de télévision à travers le pays, il était estimé à 300 en 1956, et ce nombre va passer à plus de 6 millions au début des années 80. Donc, effectivement, on est sur une très grosse, on est sur une très grosse évolution. Puis arrive 1980 avec une grande percée technologique, la télévision en couleur. Et donc forcément, ça va encore plus développer l'industrie de la télévision. Notamment, cela se démontre par le nombre de chaînes de télévision qui va passer de 12 en 1979 à 78 en 1989, donc en seulement 10 ans. Et si je devais aussi citer un fait marquant de cette période, comme tu le signalais, Ninon, c'est effectivement la diffusion des Jeux Olympiques de 1988, pour lesquels la Corée du Sud était pays hôte cette année-là. Donc, au final, tout se relie, hein. Tout ce qu'on fait, tout se relie. Mais est-ce que ça serait pas, calculé? Alors, est-ce que Samsung n'a pas lancé comme de par hasard un super nouveau poste de télévision pour que tous les Coréens puissent voir Écoute, les Jeux Olympiques. Stratégie, mais en tout cas, je pense que c'est arrivé au bon moment pour la Corée du Sud, parce que dans leur politique aussi de développement international, il y avait clairement un désir de briller aux yeux du monde, quoi. Donc c'est arrivé au bon moment, je pense, pour eux. Et donc si on continue sur notre petite chaîne imaginaire, notre frise chronologique imaginaire, on arrive en 1990 et cette année-là va apparaître une autre chaîne qui va s'élever parmi les chaînes les plus visionnées en Corée. C'est la Seoul Broadcasting System. SBS. c'est la bonne lettre. SBS. Bien joué, effectivement. Et donc la SBS, l'un de leurs premiers gros succès va arriver quelques années plus tard, en 1995, avec le drama Senglass, qui s'appelle Mole Shige en coréen. Et dans cette série, un acteur va d'ailleurs faire ses débuts en tant que protagoniste secondaire. Et il s'agit de Lee Jong-jae, que vous avez sans doute vu dans Squid Game en tant qu'acteur principal. Ouais, exactement. C'est quoi, c'est le joueur 451, c'est ça? C'est pas 456? Je sais plus, C'est 456? Je crois 456, c'est le nombre de joueurs. Après, lui, son numéro, je sais plus. Ah bah oui, c'est le dernier. Si, c'est le dernier, donc t'as raison. Bah voilà. Donc, effectivement, le joueur 456. Et oui, c'est le personnage principal de toute façon, donc vous pouvez pas le rater. Mais c'est trop drôle. Vraiment, aparté, mais j'ai l'impression que... Enfin, parce que là, on est dans quoi? Ce dont tu parles, c'est des années 80, là, pour 90 ouais. Pour la première série, plus ou moins. Et il était dedans. Et en fait, deux SBS, en tout cas. Deux SBS. Et il était dedans. Et là, je me dis, en fait, il est pas tout jeune, hein. Ah non, il est pas tout jeune. Non, après, c'est pas l'un des premiers dramas, c'est plutôt l'un des premiers gros succès de la SBS. Oui. Okay. Mais ça, je trouve que c'était un enfant, tu vois, ou un ado. Il était jeune, hein. Il faisait ses débuts, c'est ce que je disais. Oui. Donc, il devait peut-être fin de la dizaine, genre, début de la vingtaine, quoi. C'est les débuts à la coréenne, quoi. Voilà. Les débuts traditionnels. Yes. Et donc, on est dans les années 90. Et, dans ces années-là, effectivement, les dramas coréens, ils vont commencer à s'exporter à l'étranger. Et en commençant par leurs voisins, par ses voisins les plus proches. Et c'est pas pour rien que le terme Hallyu soit emprunté du chinois. Donc, j'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais pour rappel, Han pour Corée et Liu pour courant. Donc Liuxing en chinois, ça veut dire populaire, à la mode. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est tout d'abord en Chine que les premiers signes de la vague culturelle coréenne vont se faire ressentir. Et donc en 1997, la CCTV, qui est la chaîne nationale chinoise, 1997, Ninon qui fait un signe RPZ. Elle l'a pas dit pour 95. Je l'ai pas dit, mais j'ai hésité. Et donc la CCTV va diffuser pour la première fois un drama coréen
Et ce drama coréen, c'est What is Love, 사랑이 뭐길래, une série qui avait été initialement diffusée sur MBC en Corée du Sud en 1991. Donc il a diffusé 6 ans plus tard, mais ça va devenir un succès phénoménal en Chine. Et en 1987 toujours, sera diffusée aussi la série Star in My Heart, qui s'appelle 별은 내 가슴에 en coréen, et qui est diffusée la même année cette fois-ci, toujours par la MBC en Corée du Sud. Donc là, on voit vraiment un engouement qui commence à se développer en Chine pour les dramas coréens. Et du côté du Japon, cette vague elle va se faire ressentir quelques années plus tard, mais ce sera également une vraie déferlance. En 2022, il y a la série romantique dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Winter Sonata. En coréen, c'est 겨울 연가. Et en 2003, Stairway to Heaven. En 2022, t'as dit? C'était peut-être pas en 2002. Oui, ok. J'ai dit 2022? J'ai entendu 2022. Seul l'enregistrement nous le dira. Je ne sais plus. Et en 2003, Stairway to Heaven, qui se dit 천국의 계단 en coréen. Eh bien, ces deux séries-là vont rencontrer un énorme succès au Japon. Et pourquoi le Japon, ça a été plus tard qu'en Chine? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Le temps de la mer. Je ne sais pas. Est-ce que dans le bon sens du courant? Peut-être, exactement. De la vague. Est-ce que c'est parce qu'il y avait encore, tu sais, de l'animosité ou de la méfiance entre les deux pays? Je sais pas. Après, les séries chinoises s'exportent quand même beaucoup. Je pense même à l'époque. Voilà. Non, mais ça se trouve, ça fait comme un lien culturel, tu vois. J'ai envie de me dire. Côté, donc, ça... Oui, en fait, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est pas comme nous, tu vois, nous, généralement, ce qui arrive à la mode chez nous, ça a d'abord été à la mode aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que l'influence des États-Unis fait que en Occident, ça devient populaire, et ben inversement en Asie, si ça devient populaire en Chine, bah peut-être que ça devient populaire dans tous les autres pays d'Asie, j'en sais rien. Ouais. Peut-être à cette époque-là, hein, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas de réponse carrée nette. En tout cas, il y a un autre très gros succès de la MBC qui va faire partie intégrante des prémices de la vague culturelle coréenne en Asie. Il s'agit de Jewel in the Palace, oui. Qui s'appelle Taejanggeum, dont la diffusion a commencé en 2003. Et le drama, il a été par la suite exporté dans plus de 91 pays. Donc encore une fois, là, on parle pas juste de 2-3 pays en Asie, ça commence à prendre énormément d'ampleur. Et quelques années plus tard, donc j'avance quand même un peu sur ma frise chronologique, on arrive en 2009, la Corée va proposer son adaptation de la série japonaise Amayori Dango, qui est elle-même adaptée du manga éponyme. Et évidemment, Emma, tu vois de quel drama je veux parler, même non, maintenant, elle connaît ta façon. À force d'entendre cette série, Code Poda Namja. Il s'agit exactement, donc Boys Over Flowers ou Code Poda Namja, dans lequel s'est fait connaître ton cher Imino. I love you, Imino, salaleo. C'était le début de sa carrière fructueuse. En tout cas, dans ces années 2000, si on fait le lien avec les relations franco-coréennes ou coréano-françaises, en 2006 va avoir lieu le festival Corée au cœur, qui célébrait les 120 ans des relations diplomatiques, puisqu'aujourd'hui 2026 140 ans, donc 2006 120 ans, ça semble assez logique. Normalement. Normalement. Et donc c'est les calculs sont bons, voilà. Normalement ils sont bons. Et donc l'Institut français organise cette année-là le grand festival culturel, donc qui s'appelle Corée au cœur, et il va y avoir plus de 120 manifestations qui sont proposées dans Paris et 36 villes françaises. Et la fin des années 2000, c'est également l'essor du cinéma coréen, puisque des œuvres de réalisateurs comme Park Chan-wook ou Bong Joon-ho gagnent une reconnaissance croissante auprès du public cinéphile français, notamment grâce au festival Cannes, la Berlinale, etc. Et donc on arrive dans les années 2010. Et dans ces années-là vont naître à leur tour de nombreux gros succès nationaux. Et certains des dramas qui sont diffusés à cette période-là sont, à titre personnel, à l'origine de mon intérêt pour la culture coréenne. Je vais en citer quelques-uns, mais peut-être que les filles, je pense que vous en reconnaîtrez. Mais avant d'en citer quelques-uns, moi j'ai remarqué d'ailleurs que parmi les plus gros succès de cette décennie, il y a un genre qui se démarque particulièrement. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais pour moi, le genre fantastique était vraiment très présent dans ces années-là. Je vous donne donc quelques exemples. On a en 2010 Secret Garden,
Chicolit Garden. Donc c'est Chicolit Garden, dans lequel alors l'aspect fantastique c'est que le personnage principal féminin et masculin changent de corps, ils échangent de corps. Et donc voilà, s'en suivent de nombreuses problématiques telles que vous pouvez les imaginer. En 2013, on a aussi l'immense succès My Love from the Stars. 별에서 온 그대. Pareil, bon là c'est un alien hein, littéralement qui vient sur Terre et voilà, et l'actrice principale en tombe amoureuse comme de par hasard. En 2016, on a notre cher Dokkebi sur lequel on vient de finir notre saison 4. L'enregistrement. Oui. Mais on a également en 2019 Hotel del Luna, donc Hotel del Luna et Kingdom aussi en coréen du coup. Donc ouais, je trouve que ces années-là elles sont assez marquées quand même par de gros succès et encore ma liste est non exhaustive, mais de gros succès de séries en tout cas qui fonctionnent bien, je trouve, qui sont fantastiques. Et donc les années 2010 en c'est fait, également je pense que je pense que c'est un peu amplifié aussi pour nous parce que tu vois c'est à l'époque où pour nous, je veux dire en tant qu'Européens, en tant que Français là en l'occurrence, c'est là où on commence à avoir beaucoup de choses, enfin, on commence à avoir des gros succès qui viennent de la Corée du Sud, mais en même temps, il y en a pas des masses, c'est pas forcément noyé, alors attention, ça fait peur un peu comme ça le mot, mais c'est pas comme aujourd'hui où là, on a plein de content, mais vraiment à foison, j'ai envie de dire, et ce qui fait que le peu de choses qui nous arrivaient, c'est un peu rare et ça nous a marqué, et je pense notamment pour les séries, mais aussi pour les groupes de K-pop, c'est pareil, enfin, je sais pas ceux qui étaient là dans les années 2010 ceux qui étaient là enfin c'est super marquant et en tout cas moi ça m'a beaucoup plus marqué que maintenant alors qu'à l'époque j'en écoutais moins parce que c'était beaucoup moins facile d'en voir mais ça m'a marqué parce que déjà c'était nouveau parce qu'il y avait des groupes énormes mais pas énormément de super gros groupes comme c'est le cas aujourd'hui. Après c'était un peu pareil pour les K-dramas. Je vois ce que tu veux dire, mais justement, j'ai l'impression que ça renforce encore plus l'idée que ce qui fonctionnait vraiment dans ces années-là, c'était le genre fantastique, parce que, justement, comme tu dis, il y avait peu de choses qui nous parvenaient dans ces années-là, mais les peu de choses qui nous parvenaient, en tout cas les gros succès qui nous parvenaient, parce que c'était principalement les gros succès qui nous parvenaient, c'était surtout des dramas avec un genre fantastique, quoi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a aussi un aspect de quantité, c'est-à-dire que je pense que aujourd'hui on a accès à beaucoup plus de choses facilement, donc forcément je pense que il y a moins de choses, il y a un genre il y a pas un genre qui se démarque plus que l'autre parce qu'en fait ça se noie dans vraiment la quantité des choses auxquelles on a accès, quoi. Mais alors ça fait une très belle transition parce que j'allais faire le parallèle avec la K-pop puisque les années 2010 elles sont également marquées par de gros événements en tout cas qui rentrent dans le domaine de la K-pop, de la musique coréenne. Puisque je le rappelle, 2012, succès mondial de Gangnam Style. Et là, je me rappelle encore. 2012. Et moi, je me rappelle encore, et c'est là où je me dis que je me fais vieille. C'est que je me rappelle encore non, mais vraiment de la folie qu'il y a eu autour de cette musique. T'entendais cette musique partout en France. Non, mais dans tous les festivals pour enfants. Tu sais, les fêtes de fin d'année. Tu pouvais t'attendre, c'était sûr, il y avait cette musique qui allait tomber. Tu l'entendais à la radio, tu l'entendais à la télé, tout le monde, tu vois, j'en parlais au lycée, etc. Et c'est vrai que c'est fou. 2012, moi, c'est l'année de ma terminale, donc ouais, je me rappelle encore que c'était vieille. Ouais, malheureusement. Bon, après, que dire d'Emma, du coup, hein, parce que là, on a qu'un an d'écart. Hein. Non, 2. Non, mais non. Elle est folle, elle. Elle me sera rajeunir ou me vieillir, j'en sais rien, mais oui, bref, en tout cas, donc 2012, Gangnam Style. C'est super marquant, 2012. Moi, c'est une année K-pop qui m'a le plus marqué. Parce que tout à l'heure, on parlait de EXO, EXO est sorti en 2012, BAP est sorti en 2012. En 2012, il y avait des groupes énormes comme, il y avait Fantastic Baby justement avec T.O.P et ses cheveux bleus là. C'est 2012. I Love You de 21, c'était en 2012, mais c'est vraiment l'année qui m'a en tout cas, toi, à titre personnel, c'est là où, Et, mais comme quoi, c'était je sais pas, et aujourd'hui, c'est des titres,
Alors, disons qu'ils ont pas mal vieilli, parce que ça reste des titres phares de leur époque, mais tu sens que c'est une autre époque quand même quand tu les écoutes. Quoi. Bah oui, non, tout à fait. Mais oui, donc effectivement, donc les années 2010, c'est considéré effectivement comme un véritable tournant pour la K-pop, en tout cas en France, puisque c'est marqué notamment par les premiers concerts en fait de K-pop en France, notamment donc le tout premier le concert de la SM Town Live World Tour in Paris au Zénith, qui va attirer des milliers de fans européens et donc en fait je pense que le Zénith s'y attendait pas, mais les billets se sont vendus extrêmement rapidement. Ouais. Il y avait même, alors j'ai vu sur internet qu'il y a même des fans qui se sont rassemblés devant le musée du Louvre pour réclamer une date supplémentaire. Donc c'est dire à quel point, c'est dire à quel point c'était un événement à l'époque, quoi. C'était l'événement parce que c'est aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était rare. Je pense que c'est en 2012 aussi où il y a Girls' Generation qui ont été invités. Alors à l'époque, moi je regardais le Grand Journal. Oui. Et franchement, j'ai regardé, je l'ai vu en vrai, j'ai fait mais non, c'est pas vrai. Et j'ai même regardé en replay parce que je trouvais ça trop bien. Après, petite déception, parce qu'elles ont chanté The Boys, mais elles l'ont chanté la version anglaise. En anglais, et j'étais là, oh non, ils se sont adaptés au public, tu vois. Alors. Mais enfin, je m'en rappelle encore, je crois que les tribunes, elles étaient remplies, mais parce que c'était exceptionnel. Et puis quelqu'un qui connaissait pas du tout à l'époque, il devait dire, mais c'est quoi ce truc-là? Ah, mais c'est sûr, je pense que il devait pas s'attendre à... C'était vu d'un œil très, très étrange, je pense, à l'époque. Hein. Après, je me dis... Il devait pas t'attendre à l'engouement, mais comme c'est un peu le cas aujourd'hui, tu vois. Oui. À l'engouement pour quelque chose qu'ils connaissent même pas eux et dont ils n'ont même pas entendu parler. Bien sûr. Et moi, je me dis que la surprise était pour tout le monde, même pour les fans. Je pense que, enfin, en règle générale, même encore aujourd'hui, on se dit que c'est un peu niche, finalement. Mais en fait, une fois qu'il y a des événements comme ça, tu te rends compte que, finalement c'est pas si niche que ça et qu'il y a d'autres personnes comme toi qui aiment bien aussi et c'est doublement surprenant en fait donc que ce soit pour les fans. C'est le principe des communautés de toute façon oui, c'est ça qui est beau finalement, tu te retrouves alors que tu te connais même pas avec ta passion commune. C'est ça. Et effectivement, et donc je pense que ça a lancé quelque chose après ce concert-là, puisque dès l'année suivante il y a eu le Music Bank donc en 2012 à Paris. Et donc parmi les groupes présents, il y avait toujours donc SNSD, donc Girls' Generation, il y avait SHINee, il y avait 2PM, Tiara, Yuki, 4 Minutes, Beast, Sistar, et donc tout ça c'est des moi je les connais parce que j'écoutais la K-pop à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on les considère comme des vétérans de la K-pop parce que voilà, c'est la deuxième génération de la K-pop et on en est à combien, la 4e, 5e maintenant? 5e. Ouais, donc 4e, 5e, ouais 5e je pense. 5e, ouais. Et vous pensez qu'ils vont revenir ces gens-là, genre SHINee, tout ça? Il y en a de temps en temps. SHINee, ils ont. Mais quand je dis revenir, c'est revenir en France. Ah. Je sais que attends, SHINee, moi je les avais vus du coup en 2016. Mais je sais pas s'ils vont revenir maintenant. J'avais vu aussi Taemin, mais parce qu'il était venu avec comment ça s'appelle? Super M là. Super M. Oh. Ouais. Mais voilà, donc en 2012, on a Music Bank. 2016, on a de nouveau Music Bank à Paris. Et c'était leur première étape en Europe. 130 ans. Exactement. Et donc on doit cette première date en Europe parce que on fêtait les 130 ans des relations diplomatiques entre la Corée et la France. Et donc parmi les artistes présents, on avait Block B, 101, en IOI, du coup, c'est pas 101, c'est la version féminine, donc IOI. Il y avait FX, il y avait FX, pardon. Il y avait BTS pour la première fois en France, du coup, il y avait FT Island, il y avait SHINee. Et on note aussi la présence il y avait des présentateurs. Et parmi ces présentateurs, il y avait Itok de Super Junior. Il y avait Jingu, je crois aussi, qui est un des acteurs, je sais pas si vous avez vu, donc dans Descendant of the Sun, il y a l'acteur principal et il y a son meilleur pote, qui est son bras droit, on va dire, et donc c'était lui qui était venu faire la présentation. Oh, waouh! Voilà. Et il y avait aussi, alors un Français qui s'est fait connaître du coup en Corée, qui s'appelle Fabien Youn, dont on a déjà parlé, je pense. Et il était là aussi, et en fait, il servait un peu, il était là à la convention et au concert, mais je pense qu'il servait de temps en temps à faire un peu de traduction. Parce qu'il parle couramment le coréen. Qui est d'ailleurs une des références, je trouve, un des premiers Français connus installés en il fait partie parmi les premiers, effectivement. Franco-coréens, pour le coup. Il est français, hein. Je pense qu'il est oui, mais il n'a pas des origines coréennes?
Non, en fait, il est venu en Corée, il me semble, parce qu'au départ, il apprenait le taekwondo en France. Et il est parti en Corée pour, parce que c'est le pays du taekwondo, quoi. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à la Corée. C'est pas lui que t'avais rencontré à l'aéroport? Si, j'avais croisé à l'aéroport une année, je sais plus quand, 2020. 2019 peut-être, 2020. Ouais, je crois, je sais plus. Mais ouais, j'avais croisé, c'était très drôle. Enfin, c'était marrant de le croiser là, parce que c'est comme beaucoup de gens, tu sais, tu les vois que à travers ton écran. Quand tu les vois pour de vrai, il y a toujours un moment où tu bugs, tu sais. Est-ce que c'est lui? Ça doit être lui. Ouais, et donc j'étais allée voir, et puis je suis allée lui dire, est-ce que t'es Fabien Youd? C'est con parce que je connaissais pas son vrai nom, tu vois. Alors je sais qu'il s'appelle Fabien. Après c'est connu, tu vois. Oui, voilà. Et donc très sympa, il a dit oui, c'est moi. Tu vois, je lui dis c'est très cool de te rencontrer. Je vois passer tes vidéos. Enfin, voilà. Non, il était très drôle. Puis après il t'a dit donne ta main, je te signe un autographe. Pas du tout, et j'ai même pas pensé à demander un autographe. C'est vrai que dans ces moments-là, tout se passe très vite. Ça fait 10 ans que t'as pas lavé ta main. Pardon. La bise. On lui serre pas la main. Comment? Non. C'est pour ça qu'on lui fait la bise, on lui serre pas la main. Ah oui, c'est vrai. Et donc pour ça. Mais en tout cas, donc ceci clôture la partie sur la K-pop, et je reviens un peu sur notre partie initiale qui parlait des dramas. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, en fait, c'est aussi les années à partir desquelles vont commencer à apparaître des sous-titres français pour les dramas coréens. Et donc on parlait de Viki comme étant vraiment un précurseur et dans l'accès aux séries coréennes avec des sous-titres français. Et donc à titre d'exemple, j'ai vu que l'un des dramas dont on parlait tout à l'heure, donc un des gros succès, My Love from the Stars, les sous-titres français, ils étaient déjà présents sur Viki pendant sa diffusion, ou peu après sa mise en ligne, donc en 2013-2014. Donc c'est dire que à quel point Viki vraiment est là depuis très longtemps. Et suite à ça, donc en 2014, Netflix va lancer son service en France. Donc c'est en gros Netflix apparaît en France. Et l'année suivante, donc dès le 14 avril 2015 très précisément, apparaît la série Boys Over Flowers sur Netflix avec des sous-titres français. Oh. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et d'autres dramas coréens anciens comme Doctor Stranger par exemple sont également sur Netflix depuis 2015. Donc au final, Netflix avait certes un petit train de retard, mais ils sont là depuis quand même assez longtemps aussi. Et au final, leur service, donc on disait, et on a commencé, et même moi j'arrive pas à me rendre compte que Netflix est avec nous que depuis 2014. Mais en fait, ils ont proposé des dramas coréens au final assez rapidement dès l'année suivante, quoi. Après, ils avaient peut-être pas un catalogue aussi fourni qu'aujourd'hui, mais ils en avaient un, quoi. Enfin, ils en produisaient pas non plus, mais non, voilà. Je pense après, peut-être que c'était pas ça qui mettait en valeur non plus. Non, mais justement, donc encore une fois, merci Milan, tu me fais une bonne transition, puisqu'en fait cette stratégie, ils vont l'adopter en fait quelques années plus tard. Comment ils vont le faire? En fait, en 2016, Netflix apparaît en Corée, donc 2 ans plus tard que la France. Et lorsque Netflix apparaît sur le marché coréen, au tout départ, ils sont pas du tout accueillis à bras ouverts par les boîtes de production. Donc ils vont essayer d'acquérir des droits d'exploitation, mais ça va pas trop marcher. Et donc ils ont pris un autre parti, celui de financer eux-mêmes la production de séries coréennes. Et donc le tout premier drama à voir le jour sous ce format, c'est la série Kingdom dont je parlais tout à l'heure, qui sort en 2019 et qui est donc la première série originale Netflix financée par et exclusivement diffusée sur Netflix. Et la même année, suivi de près, il y a eu Love Alarm aussi qui était sur le même format. Et donc quand vous regardez les séries où il y a écrit au tout départ sur le générique Netflix Original Series, c'est ce genre de programme, c'est ce genre de stratégie qui a été adoptée de financer la production de séries qui seront du coup diffusées uniquement sur Netflix. Et récemment, on a eu en 2022 The Glory qui était sur le même principe. Et donc on arrive donc effectivement, vous l'avez compris, dans les années 2020. Et comment parler de la mondialisation des dramas coréens sans parler de Squid Game, puisque évidemment Squid Game c'est le produit de la stratégie lancée par Netflix de produire ses propres séries coréennes. Il s'agit d'une série originale Netflix. Et c'est la première série coréenne qui va dominer le top 10 des visionnages sur la plateforme dans plus de 90 pays. Ça fait beaucoup de chiffres, mais juste dites-vous,
C'est énorme. La série réalise le meilleur lancement de la plateforme avec plus de 111 millions de visionnages en moins d'un mois. C'est fou. C'est le Psy du K-drama. Exactement. C'est et grâce pas comme parce que bah non mais c'est clair, c'est grâce à Squid Game que les séries coréennes vont prendre une toute autre ampleur et une dimension avec un succès mondial, puisque évidemment les séries coréennes sont très populaires parmi les fans et parmi voilà, mais c'était effectivement pas accessible à toute la population mondiale, et à partir de Squid Game, les gens découvrent ce que c'est une série coréenne. Après, j'aimerais quand même mettre une nuance. De mon point de vue, je pense que c'est monté crescendo déjà avec le Covid, parce qu'il y a eu Itaewon Class et Crash Landing on You qui sont sortis à peu près à ce moment-là. Ouais. Et déjà, je pense, en tout cas, c'était mon ressenti. Je pense déjà qu'à ce moment-là, il y a eu un cran au-dessus qui est passé. Pour les séries coréennes, et tu rajoutes effectivement à ça Squid Game, je sais pas moi, l'année suivante, quelques années après, et là vraiment c'était la grosse explosion. Pour moi il y avait quand même. Je suis d'accord. Si je suis d'accord. Après... Et d'ailleurs quand t'avais interrogé certaines personnes, j'en garde le souvenir, mais t'as interrogé, tu sais, quand tu faisais des interviews avec PMK dans des conférences ou des festivals où on a été, t'en as pas mal de personnes qui disaient moi j'ai commencé à regarder pendant le confinement parce que je savais pas quoi regarder, etc. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, peut-être qu'effectivement il y a une histoire de ça va crescendo, mais tu peux pas comparer ce succès-là, bien sûr, ce succès de ces séries au succès de Squid Game où littéralement tout le monde en parlait autour de toi. C'est-à-dire que même, je sais pas, genre mon père m'en parlait, j'en sais rien, le père de ma pote m'en parlait, l'oncle de je ne sais qui m'en parlait, tu vois, c'était vraiment. Non, mais c'est bien sûr. À tel point que c'était pas juste, tu vois, des personnes qui sont tombées par hasard dessus, c'est que tout le monde en a entendu parler parce que tout le monde en parlait. Tu vois. Je comprends. Tu voulais dire, pardon, Ninon, je t'ai coupé. Non, après aussi, ça c'est autre chose, mais Squid Game c'est un produit vraiment, ça a été fait, réalisé pour que ça fonctionne en fait aux yeux du monde entier. J'avais vu un truc notamment les couleurs, les jeux, les scènes, et tout comme ça. Tu sais, des fois on parle des séries coréennes, on dit mais c'est quand même à part, c'est pas réalisé de la même manière. Là, Squid Game, c'est une série américaine, elle aurait pu être tournée de la même manière, juste avec des je sais pas parce que pour moi la série c'est plus mondialisé dans la manière de réaliser. Ouais, mais tu vois, je pense que le réalisateur et même les équipes de cette série ne s'attendaient pas à ce succès mondial. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'en fait ça a été la surprise un peu, tu vois. Et effectivement, je pense qu'il y a on va dire, il y a une recette, il y a des ingrédients qui ont fait que ça a plu internationalement. Mais pour moi, ça reste quand même, ça se distingue. Et je pense que c'est ça aussi que les gens ont apprécié, parce que ça se distinguait un petit peu de ce que l'industrie américaine peut proposer. Mais notamment sur la manière de jouer, tu vois, genre les Coréens qui jouent dedans, la manière de jouer, leur jeu d'acteur, je veux dire, il a rien à voir avec des jeux d'acteurs américains, je trouve. Et je trouve aussi que il y a beaucoup d'éléments qui sont propres à la culture coréenne, ce qui fait que du coup tu peux pas vraiment transposer, tu vois, à l'américaine. Mais après, par contre, sur les ingrédients qui ont fait que ça a eu du succès, là je suis d'accord, c'est que j'avais vu, je pense aussi comme toi, mais les choses qui retiennent l'attention, effectivement, c'est je pense que le côté est très trash, très violent. Les couleurs, les couleurs, comme tu disais, je pense qu'effectivement c'est des choses qui ont participé au succès. Mais ouais, en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on peut pas enlever à cette série, c'est que elle a mis un coup de projecteur sur les séries coréennes. Parce que les gens, au final, qui ont regardé Squid Game, se sont pas dit, je regarde un K-drama. Ils se sont dit, je regarde une série qui est en coréen. Mais voilà, par extension, c'est un K-drama. Et donc, on parle d'un gros succès coréen, mais il faut aussi citer en 2020 le succès de Parasite, donc le film de Bong Joon-ho, qui devient également un immense succès en France, mais pas seulement, mais dans le monde entier, grâce à sa Palme d'Or au Festival de Cannes et plus tard à ses Oscars. Donc encore une fois, je pense que là l'enchaînement de ces deux gros succès vont vraiment mettre la Corée en fait à l'honneur dans le monde entier.
Et donc on enchaîne. En 2024, il y a, je sais pas si vous l'avez entendu parler, il y a eu le prix Nobel de la littérature qui a été également décerné à une Coréenne qui s'appelle Han Kang. Ce qui encore une fois favorise une mise en lumière d'un talent sud-coréen en France mais dans le monde aussi. Et donc ça explique le succès, je pense, aujourd'hui. C'est quelques exemples de choses qui expliquent le succès de la Corée aujourd'hui et de la culture coréenne tout court dans le monde entier. Et pour finir, je voulais faire un petit focus sur comment les séries coréennes sont arrivées en France au-delà des plateformes de VOD, puisque là depuis tout à l'heure on parle de Netflix, des VOD, plateformes de VOD payantes, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de Netflix, Viki, qui sont des services payants, on le rappelle. Mais depuis quelques années, on voit apparaître sur les chaînes françaises quelques séries coréennes. Et donc par chaîne française, j'entends, alors c'est pas sur le direct, en tout cas pas encore, je ne crois pas, mais je parle plutôt des services de vidéo à la demande qui sont gratuites. Et donc je vais vous en citer quelques-unes, puisque on commence donc avec le groupe M6. Et avec leur du coup à l'époque leur plateforme de streaming qui s'appelait Sixplay, et en novembre 2023 ils vont commencer à mettre à disposition des séries coréennes avec ils ont créé une petite catégorie qui s'appelait K comme Corée, ou K comme Corée, ou K comme Corée. Et donc cette année-là ils vont mettre à disposition cinq séries dont je vais vous citer les noms. Donc ils ont mis à disposition Yumi's Tales, Pinocchio, The Inheritors, Dr. John et Shooting Stars. Love Your Honor, c'était pas eux? Oui, mais ça arrivait après. Si, mais ça arrivait après. Ouais. Ça arrivait plus tard, parce qu'en fait, après, ils vont changer de nom. Leur plateforme de streaming va changer de nom. Et c'est remplacé par M6+. Ouais. Et donc, eux, ils vont créer aussi une autre catégorie qui, cette fois-ci, s'appelle 100% K-drama, bienvenue en Corée. Et cette catégorie, elle sera mise à disposition en juin 2025. Ok. Et donc, quelques mois plus tard, TF1 s'y met, et avec leur service TF1+, eux, ils ont fait les choses très simplement. Ils ont une catégorie K-drama, et dans leur catégorie, en novembre 2025, ils vont d'abord mettre à disposition 4 séries, qui sont High Class, The Inheritors, Pinocchio et Dr. John. Donc ils ont un petit peu, ils se sont dit ok, ça fonctionne. Oui. Après je sais pas sur quoi ils se sont basés pour choisir les séries, j'avoue. Je sais pas quel chiffre ils ont eu pour se dire. Ça a bien fonctionné. Pinocchio, ça a bien fonctionné. Oui, mais tu vois, genre, c'est pas des super High Class non plus, tu vois. Ouais, en fait, pour moi, c'était pas les plus gros succès de l'époque, donc j'avoue, je sais pas sur quoi ils se sont basés. Questions de droit aussi. Après, enfin, il y a les oui, questions de droit, mais il y a aussi, je pense que, de ce que j'ai compris, par exemple, quand j'étais à Cinémania pour le forum, il y a pas mal, je pense qu'ils regardent aussi pas mal ce qui peut fonctionner dans le contexte dans le contexte européen, en fait. Qui a aussi ce prisme de, quelle série va bien fonctionner chez nous dans notre contexte et qui va être compris par notre public, en fait. Et je crois qu'ils vont réfléchir aussi loin que ça. Je pense que oui, ils réfléchissent quand même. Ils veulent faire de l'audience. Oui, ils veulent faire de l'audience, mais justement, si tu veux faire de l'audience, tu dois aussi réagir par rapport à ton contexte. Et même quand les Coréens te vendent des séries, en général, de ce que j'ai vu au forum Sérimania, par exemple, ils te le contextualisent et ils te disent, ça pourrait fonctionner chez toi parce que en fait par exemple on pourrait remplacer le soju par le vin de France, enfin tu vois, dans la traduction un peu, et en fait ils réfléchissent un peu comme ça, tu vois. Et donc ça m'étonnerait pas qu'ils se soient dit parmi ce qui a fonctionné à ça, cette histoire là dans notre contexte elle passera mieux, par exemple, tu vois. Ok, je vois. C'est mon analyse des choses. Après je sais pas si mais c'est la vérité. C'est une manière de le voir, effectivement. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait ces choix. Et d'ailleurs, ils rajoutent plus tard, il y a d'autres titres qui vont rejoindre l'offre. Donc il y a 3 autres titres. Il y avait The Penthouse, Yumi Says et Still 17. Donc voilà, ça se recoupe un peu avec ce qui était proposé sur M6+. Et donc si on continue sur les chaînes de télévision, on a aussi France TV avec leur chaîne Oku, qui est l'offre enfant pour France Télévisions. Et en 2025, ils vont proposer une série qui s'appelle Gangnam Project, l'aventure K-pop. Et en fait, il s'agit d'une série inédite dans le sens
c'est la seule chaîne qui la propose en France. Donc c'est pas une série française, hein, c'est une série australienne, je crois, ou en tout cas d'un pays anglophone. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que ça sort un peu des sentiers. Et là, c'est vraiment, par contre, c'est vraiment une offre enfant. La raison pour laquelle ils le mettent sur la chaîne enfant, c'est parce que on est sur une série qui est un peu sur le même modèle que qu'est-ce qu'il y avait une autre série où il y avait où on voit plusieurs étrangers qui sont dans un dortoir. Oui. Je sais pas si vous voyez la série de laquelle je parle. C'est une série. Avec Mimi dedans, non? Ouais, oui, exactement. Et là, on est plus sur quelque chose un peu un sitcom, vous voyez, c'est pas vraiment une série en mode dramatique. Ah oui, j'ai plus le nom. Donc c'est vraiment à destination d'un public jeune, au final. Ok. Et d'ailleurs, là, cette année, ils proposent, je crois que ça marche bien, a priori, puisqu'ils proposent une deuxième saison. Donc, donc voilà, sur l'aspect télévisuel de l'arrivée des dramas en France. Ouais. Et j'avais dit que je finissais sur ça, mais en fait j'ai menti, il me reste 3 lignes. Non, 3 lignes pour parler, pour reparler vite fait d'événements qui se sont déroulés ces dernières années en France, qui encore une fois ont participé à mettre en avant la culture coréenne. Donc évidemment je devais citer Sérimania, tu le disais plus tôt, hein, Emma, mais Sérimania, en fait donc ça existe depuis de nombreuses années. Je sais plus, tu avais la date. 2018. Exact. Et en fait, depuis 2019, Sérimania met des séries coréennes à l'honneur. Alors en 2019, c'était la première invitation. Ils avaient invité du coup la chaîne OCN avec leur série qui s'appelle The Guest. En 2020, c'était TVN qui était invité avec la série The Cursed. Et en 2021, il s'agit de la série Mouse, de la chaîne TVN toujours, et qui a été cette fois-ci nommée dans la catégorie Panorama International. Donc c'était la première fois que une série coréenne était nommée dans une édition de Sérimania. Et évidemment, comment ne pas parler de l'édition de cette année puisque nous y étions. Et cette année, c'était tout particulier puisque forcément on était dans le cadre des 140 ans et la Corée cette fois-ci n'était pas juste invitée pour un drama, mais la Corée était le pays mis à l'honneur dans cette édition. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'était vraiment, ils ont bien fait les choses. C'était l'année où il fallait le faire. Et donc on a eu la chance avec les filles d'assister en avant-première aux 2 premiers épisodes de la série The Legend of the Kitchen Soldier, qui est actuellement du coup en diffusion sur Viki. Et donc on a eu la chance, au-delà de voir en avant-première, on a eu la chance de voir la productrice. Et elle était là pour répondre aux questions. En fait, elle était là pour une petite interview à l'issue du visionnage. Donc c'était très cool. C'était vraiment très cool d'assister à ça. D'ailleurs, c'était pas le truc comme quoi justement c'est la première fois que Sérimania met un pays à l'honneur. C'est vrai que c'était la première fois. Et le fait que ça soit la Corée, c'est pas anodin, quoi. Oui, oui. Mais c'est pour ça que je pense que les planètes se sont bien alignées, c'est-à-dire que c'était l'année des 140 ans, ils se sont dit pourquoi pas déjà surfer sur le succès, parce que je pense qu'ils ont compris aussi que les séries coréennes sont vraiment je pense ce qui se fait de très populaire en ce moment. Et puis c'était les 140 ans quoi, donc voilà, donc ça c'est la partie encore série. Mais je voulais aussi parler du gala des pièces jaunes parce que ça fait plusieurs années en fait depuis que Madame Macron, donc Brigitte Macron est première dame, elle a de nombreuses reprises invité des artistes coréens. Et la première invitation, elle remonte à l'édition de 2023. Il s'agissait de Blackpink, rien que ça. Et l'année d'après, donc l'édition 2024, rebelote. Donc on a juste Lisa cette fois-ci, mais il y a eu aussi Stray Kids effectivement et 80s qui étaient là pour cette édition. Et enfin l'édition de l'année dernière, on avait encore du beau monde puisqu'il y avait Rosé. Donc là, on sent qu'il y a un petit Blackpink, elles ont leur place dans cette Madame Macron, je pense que c'est une elle fait du favoritisme. C'est pas possible. Exactement. Mais on avait aussi J-Hope, rien que ça aussi, Taeyang et G-Dragon qui étaient présents dans cette édition. Donc ouais, gros événement.
Et c'est l'occasion pour les fans, en plus d'assister à un concert qui, je pense, pour moindre frais, tu vois des gros artistes à renommée mondiale que autrement tu verrais pour des centaines d'euros. Et en plus, double action. Ouais, en plus, et en plus pour une bonne action. Oui, et en plus pour une bonne action, t'y vas et les fonds. Mais c'est ça que je trouve ouf, c'est que en fait ça se soit transformé, parce que bon, là je cite les artistes coréens, mais il y a d'autres artistes internationaux et des artistes français. Mais ce que j'ai trouvé ça fou, c'est que pour moi déjà l'image que j'avais des pièces jaunes, c'est que je sais pas si vous aviez ça, mais à l'époque, moi quand j'étais en primaire, c'était l'époque de Chirac. Comment ça s'appelle? Bernadette Chirac. Oui. En fait, on avait des boîtes en forme de maison dans lesquelles on mettait nos pièces à nous. C'est-à-dire qu'ils récoltaient des petites pièces. Non, ça doit exister toujours, mais j'avoue, je le vois plus. Et donc, moi, je me rappelle qu'on récoltait, tous les ans, on récoltait on amenait nos petits cartons avec nos pièces jaunes et rouges dedans, et voilà, et après, c'était réutilisé. Mais là, ça s'est transformé en quelque chose. En fait, en y réfléchissant, je me dis, c'est quand même fou que ce soit des artistes internationaux, donc c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la France, mais qui participent à financer une bonne action qui sera en faveur de Français au final. Donc j'ai trouvé ça très très beau. Ça démontre encore une fois les liens forts entre les différents pays. L'amitié que nous partageons. Exactement. Avec la Corée. Exactement. Mais voilà. Donc c'est donc par ça que je conclus cette fois-ci. Ma phrase de conclusion, c'est que on peut dire que la Hallyu a un bel avenir devant elle. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que juste j'avais en tête qu'aussi cette année il y a le Inkigayo, parce qu'à un moment tu parlais des émissions qu'il y avait en France durant toutes ces années, et cette année il y a encore une belle brochette de célébrités, d'artistes qui seront là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça assez fascinant. T'en as parlé tout au long. Finalement, quand on retrace l'histoire, on part d'un pays où, enfin, encore dans les années 80, c'était pas trop le divertissement, c'était pas trop la norme. Et là, en fait, non seulement mondialement, ils ont pris de la place, mais quand on fait vraiment focus France, vraiment, on sent que tous les ans, c'est de plus en plus c'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. On sent de plus en plus qu'on est plus seul, plus ou moins dans notre passion. On sent que de plus en plus ça va un peu cohabiter avec le Japon. Peut-être qu'ils sont un peu jaloux, mais c'est pas grave. Enfin. Après, le Japon, c'est différent parce que eux, ils se sont démarqués par autre chose. Ils se démarquent surtout par les mangas, les animés. Oui, mais la nourriture. Mais c'est vrai que il y a une petite concurrence entre les deux pays. Après ils sont à côté, je pense que ça va profiter aux deux, mais voilà, enfin en tout cas c'est un beau parcours, je trouve, des écrans sans couleur jusque dans nos maisons en France, j'ai envie de dire. Dans nos smartphones. Et jusqu'à nos smartphones. Et moi je me posais une question. Je vais me poser une question, parce que je me demande si c'est la culture, outre les films. Je pense que les films c'est à part, mais les K-dramas, la K-pop, est-ce que c'est pas toujours un peu de niche, dans le sens qu'effectivement tout le monde a entendu parler de K-pop, tout le monde a entendu parler de BTS, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin, genre de lambda, dans le sens où qui n'a pas été baigné dedans comme nous, qui en fait dans sa playlist peut écouter à la fois du Imagine Dragons, et tout d'un coup ça va passer sur du rock, et d'un coup ça va être BTS, et après ça va repasser sur un autre truc. Parce que pour moi ça fait ça sur moi ma playlist, mais c'est parce qu'à la base j'ai streamé beaucoup de K-pop. Je pense que pour moi ça marche encore par cooptation. C'est-à-dire que si quelqu'un t'en a parlé, non mais c'est vrai, si quelqu'un t'en a parlé, je prends un exemple tout bête, le copain de ma sœur de base il écoute pas du tout de la K-pop, mais parce que ma sœur en écoute et qu'elle lui a recommandé des titres. Après, lui, il est devenu curieux, il en a trouvé par lui-même, et enfin voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'en est pas encore au niveau où il y a des titres qui vont passer. En fait, je pense que ça peut commencer à arriver. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça peut commencer à arriver parce qu'il y a des titres qui commencent à arriver à la radio, et donc les gens, en plus, vont pas forcément se dire, c'est de la K-pop, tu vois. Surtout qu'il y a des titres, maintenant, on a beaucoup qui sont que en anglais, donc du coup, ils peuvent se dire, j'aime bien la sonorité, j'aime bien ce son, je l'ajoute à ma playlist. Donc je pense que ça peut commencer à arriver, mais c'est pas encore la norme, je pense, effectivement. Ouais. Ok.
Mais déjà, c'est vrai que les premières fois où moi j'entendais des musiques de K-pop à la radio, mais j'avais l'impression, mais oui, mais j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. Mais comment j'entendais dans les centres commerciaux, dans les magasins, tout ça. Et je me dis mais attends, là je faisais une pause. Et je me dis mais attends, c'est bien ce que je pense. Mais moi, ça me fait toujours le même effet. Mais même, enfin, je crois qu'il y avait la Blackpink qui passe à radio en ce moment avec Jump. Ça m'a fait tout bizarre aussi. Même, enfin, à pas de ce, j'ai envie de dire oui et non. Mais en même temps, donc c'est particulier. Oui, c'est particulier, mais en même temps, ça fait quand même plaisir. Enfin, ouais. Oui, c'est sûr. Après, par contre, ça fait plaisir, mais au bout d'un moment, c'était trop. Bah, ça, c'est un peu en mode, c'est comme Gangnam Style. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Ouais, c'est clair. Mais après. Mais moi, je la connaissais avant. Ouais. Après, t'as parlé des films tout à l'heure, Ninon, mais pour moi, je pense qu'on est aussi de plus en plus, en fait, dans le même schéma où là, on a de plus en plus de films qui sortent au cinéma et qui sont des films coréens. L'année dernière encore, il y en avait pas en fait. Et là, cette année, je pense qu'il y en a au moins trois. T'en as déjà eu, puisque t'as eu, tu sais, genre, le dernier train pour Busan. T'as déjà eu des exemples. Le dernier train pour Busan. Non, mais à part ceux-là. Voilà, c'est ça. À part ceux-là. Non, mais c'est parce que. Oui, mais c'est assez ponctuel. Là, on est en juin 2026. Je pense qu'il y a au moins 3 films coréens qui sont sortis au ciné là au moment où je parle quoi. Genre il y a Colony qui est sorti, il y a Ochol Suopta, Aucun autre choix, et je crois qu'il y a un troisième. C'était Aucun autre choix, il n'est pas sorti dans les cinémas genre de grands. Et il est sorti quand même à l'écran. Enfin, il y avait des non, il est sorti à l'écran, mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas sorti en mode comme j'en sais rien, le film lambda américain qui arrive un mercredi et qui repart genre 13 semaines plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Bah après c'est pas des blockbusters. C'est pas des. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est que ça existe depuis longtemps. Les films coréens qui sont ponctuellement, comme tu dis, à l'écran, etc. Ça existe depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est des films entre guillemets d'auteur. C'est considéré comme des films d'auteur, donc dans des salles un peu particulières, etc. Mais c'est vrai que de plus en plus on voit des gros succès, comme tu dis. Mais c'est encore rare, et c'est-à-dire que il faut que ces succès-là, il faut que ces films-là, ils aient eu une récompense dans des festivals. Bah, tu vois, par exemple, Colony, il est passé parce qu'il est pas. Oui, c'est ça. Mais Colony, c'est parce qu'il il est passé au festival. Au festival de Cannes, oui. Mais n'empêche que quand je disais Ochol Suopta, par exemple, enfin Aucun autre choix, pour moi, il est pas passé comme un film d'auteur parce que tu pouvais aller à UGC, tu pouvais le voir, par exemple. Et après pareil, je crois que mais il était que genre à 2-3 séances quoi. Oui, bah après il était peut-être pas tous les jours mais au moins une fois dans la semaine tu pouvais aller le voir quoi. Et je crois qu'il est resté parce que j'en avais parlé avec notre gagnant dans notre école. Et en fait, t'avais des dates, enfin t'avais vraiment genre des dates très précises où tu pouvais y aller, c'est-à-dire qu'il restait vraiment pas longtemps à l'écran quoi. Oui. Mais oui, en tout cas, je pense que la tendance ça va être qu'on va sans doute en voir de plus en plus En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Oui. Après, il faut se dire aussi que en France, c'est quand même très réglementé, tout comme les musiques à la radio. C'est que t'as un quota de films français qui doivent être diffusés, tout comme t'as un quota de musique française. Donc, ça laissera jamais totalement la place à tous les films du monde entier. Bien sûr. Mais on sait quand même que là, la tendance, c'est France. Tout de suite après, t'as États-Unis, et après reste du monde. J'ai envie de dire. Mm-hmm. Tu vois. Oui, bah oui. Donc il y a de la place. Hein. Donc si on évince un peu les États-Unis, il y a de la place. Je pense que là, on n'est pas encore au point où on pourrait évincer les États-Unis sur les blockbusters, sur les gros films à succès. Ils sont bien installés. Et puis je pense que c'est vraiment pas du tout pour le coup le cinéma coréen est vraiment. Je pense qu'en fait le cinéma coréen il se entre guillemets il se contente du marché national. Et en réalité, c'est vraiment pas, je pense pour le coup. Bon après tu me diras c'est peut-être une question d'habitude, mais c'est pas quelque chose qui va être au goût de tout le monde facilement comme c'est le cas des films américains, tu vois. Mais parce que les gens sont habitués à la formule américaine depuis des dizaines d'années. Bien sûr. Mais bon, on n'est pas à l'abri, hein. On sait pas. Hein. Bien, merci Elena. Ça manque un peu d'enthousiasme. Merci Elena. Pour clôturer, on avait peut-être une toute dernière question gymnastique. Gymnastique. Bon, j'aime bien inventer des mots, des termes pour rien en plus.
Non, mais voilà, comme on a introduit l'émission avec les 140 ans, France-Corée, je voulais un peu clôturer justement avec cette relation qu'on a, on a un peu vu tout à l'heure, cette relation assez personnelle que chacune a avec la Corée du Sud. Et en fait, je me demandais un peu pour vous, quel serait le terme, le mot, l'expression, le verbe, enfin voilà, l'expression, un mot, qui pour vous représente cette relation France-Corée. Pour vous, c'est quoi? Elena. Ah ouais. Attends, non. Ça tombe bien, je suis prête. Attends, tu viens de parler beaucoup, je vais plus te dire. Ok. Vas-y, Christine, je t'en prie, tu peux commencer. Alors, Christine, pour toi, ce mot. J'ai un peu été inspirée directement par une famille française. Bon, à savoir que je suis belge et que je vis en Belgique, mais je me suis quand même intéressée pas mal à cette histoire. C'est un soldat, un des premiers soldats français qui est mort pendant la Deuxième Guerre en Corée. Et il avait émis le souhait de garder une connexion avec la Corée et d'être enterré à Busan, et la famille a respecté sa dernière volonté. Et le mot que j'ai retenu, c'est connexion. Wow. Yeonkyol. Yeonkyol. La connexion, le lien, et je trouve que c'est, effectivement, c'est un peu ce dont on parle, depuis le début de l'émission, donc c'est cool, merci à toi. C'est très beau, très beau, très beau, connexion. Et toi, Safi, quel est ce mot? Moi, de mon côté, ce serait plutôt le mot kullim, le fait d'être attrayant, d'être attiré par la culture, parce que j'ai un peu l'impression que dans un sens comme dans l'autre, en fait, il y a vraiment ce côté qui attire. Par exemple, si on pense à la France d'un point de vue coréen, c'est vraiment très romancé, c'est la baguette, c'est le vin, voilà, c'est l'amour, c'est le luxe, voilà, c'est la mode, etc. Et en fait, si on y réfléchit aussi de l'autre sens, en fait, avec tout ce qui est soft power, K-drama, K-pop, etc. Au final, on a aussi une vision aussi attrayante du pays. Donc pour moi, c'est un peu solo 끌어당기는. En fait, les deux s'attirent. Oh. C'est poétique, là. Mais c'est hyper enrichissant parce que comme tu le soulignes si bien, Safi, c'est vraiment pour des raisons très différentes que chaque pays est attiré l'un par l'autre. Donc c'est ça qui est hyper riche dans les échanges, je pense. Tout à fait. Tant que t'es là, tant que tu parles, quel est ton mot, Elena? Alors, mon mot, c'est himan. Qui veut dire espoir, parce que je trouve que en fait c'est un partenariat, mais cette amitié entre les deux pays, elle est pleine d'espoir, et je pense que on a la chance d'être à cette époque-là de ces échanges, parce que j'ai l'impression que ça monte en puissance aussi, et les opportunités entre les deux pays ne font que grandir. Donc c'est pour ça que je suis pleine d'espoir dans cette amitié, dans ces échanges entre la France et la Corée. Oh. J'étais assez poétique pour vous aussi ou pas? Un peu moins que les autres. Dis non. Moi, j'ai pas l'impression que c'est poétique, donc je peux y aller. Hein. Moi, je voulais dire le mot shinsegae. Ça veut dire... tu fais la promotion. Tu fais la promotion du centre commercial. Alors, effectivement, c'est le même nom que les centres commerciaux, sauf que Shinsegae, ça veut aussi dire nouveau monde. Et en fait, parce que pour moi, en fait, la découverte de tout ça, en fait, de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est comme un nouveau monde en fait qui s'offre à nous. On a parlé de trou lapin, et moi j'avais marqué dans mes notes, c'est un peu comme un labyrinthe, une sorte de toile d'araignée. En fait, dès qu'on découvre un truc, ça nous emmène dans un monde infini de découvertes, K-pop, K-drama, K-food, histoire, de manière générale la culture, le langage bien évidemment. Et ça ne s'arrête pas. Et effectivement, écoute, voilà, j'espère en découvrir encore plus. Redécouvrir des choses, et même de toute façon quand on voit des choses qu'on connaît déjà,
Enfin, moi, je suis partie une seule fois en Corée, mais Elena, elle y va souvent. Et Emma aussi, toi, c'est pas la première fois. Mais par contre, vous y retournez quand même parce que on a toujours envie de voir des choses, de revoir des choses. On s'en lasse pas. Ouais. Et bah vivement, j'espère avoir l'opportunité d'y retourner effectivement. Mais de toute façon, on voyage à travers le K-drama aussi, donc. Voilà. Elle a fini sur une belle note poétique. Oui. On est noté, quoi. Excellent. Bah, moi, mon mot, c'était plutôt scintillant. Oh, scintillant. Panchak. Donc, c'est Panchak Kori Nun Kwange, donc relation scintillante. Ou sinon, oui, Panchak Kori Da, donc, scintillé, quoi. Oui, parce que je trouve qu'effectivement, au travers de tout ce qu'on s'est partagé, c'est assez brillant, scintillant. Ça met des étoiles dans les yeux. Ça met des étoiles dans les yeux. Désolée, je t'ai enlevé les mots de la bouche. C'est parfait. Tu lui donnes l'aspect poétique qu'elle voulait. Et oui, ça donne des étoiles dans les yeux de part et d'autre, en fait. Puis cette envie de justement se découvrir l'un l'autre, même au-delà des séries coréennes, au-delà des K-dramas, au-delà des émissions, etc. Et ça, je trouve ça magnifique et beau et scintillant, quoi. Voilà. Merci. Ceci donc clôture notre instant poétique. Donc avec espoir, scintillant, nouveau monde, on avait connexion et enfin attrayant. Voilà, attrayant. Le lien qu'il y avait entre les deux pays, ça donne. Je pense que c'est de beaux mots quand même. Oui. Merci beaucoup. Et tous différents, c'est ça qui est différent. Oui, et on apprend de nouveaux mots en coréen. Donc trop bien. Merci beaucoup pour l'exercice. Oui, les filles. merci. Et sur ces belles paroles poétiques, je pense qu'on peut clôturer l'émission ici. Quelle belle manière de clôturer. C'est une très très belle manière de clôturer, comme cette relation que nous avons avec la Corée du Sud. Et donc c'est qui clôture aussi notre dernière émission concernant donc l'événement des 140 ans dont on a eu donc dont on a la chance de faire partie pour cette année. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Nous on s'est bien amusés. J'espère aussi que Christine et sa fille se sont assez amusées avec nous. Tout à fait. Elle hoche la tête. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, elles hochent la tête. Elles ont dit. Donc, merci beaucoup, Christine et sa fille pour toutes ces insights, ces partages déjà de votre passion et puis de ce que vous faites comme travail sur Viki. Et on peut vous souhaiter que le meilleur pour la suite, tant dans votre vie professionnelle, que aussi attrait à la Corée du Sud, et puis dans le bénévolat, les personnels aussi, voilà. Et revenez quand vous voulez à Parlement K-drama, vous serez Merci. Merci. Sur ce, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Cela déjà ça. 감사합니다. 사랑해. 사랑해요. 사랑해요.